Bien, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue pour ce nouveau numéro de cycle d'information Cluster Montagne AFMON, les entreprises de l'aménagement de la montagne dans la crise Covid-19. Vous le savez, on essaye de se retrouver de manière régulière, à peu près tous les 15 jours, à la fois pour vous faire un point d'actualité sur les démarches engagées conjointement par le cluster montagne et l'AFMON, et puis aussi pour faire des points techniques et pratiques sur les dispositifs, sur les outils et bien sûr sur les éventuelles difficultés ou questionnements que vous pourriez avoir pour la mise en place de ces dispositifs. Donc aujourd'hui, une séquence au cours de laquelle Martin Francou et Didier Vic nous feront un petit point d'actualité, même si c'est vrai que il ne s'est pas forcément passé énormément de choses depuis notre dernier échange. Et puis, on passera à la partie technique avec donc MG, qui est membre du cluster montagne et qui fera un point sur les questions d'activité partielle et de fonds de solidarité, quand même le sujet le plus confus, on va dire, et en tout cas problématique pour bon nombre d'entre vous. Et puis, bien sûr, un temps d'échange, questions-réponses à l'issue de cette présentation. Martin, je te laisse. Oui, mais merci, merci Nathalie. Puis du coup, mais merci à tous de participer aujourd'hui, même si on serait bien passé de ce type de réunion. Et surtout, merci à MG, effectivement, de nous apporter aujourd'hui un éclairage sur les dispositifs d'aide. Et puis, j'imagine, avec des questions-réponses qui seront enrichissants pour nous tous. Rapidement, parce que le but, c'est pour le coup de se focaliser sur ensuite l'éclairage de MG. Par rapport aux actions en cours, on s'en était laissé. Vous vous souvenez, un temps fort institutionnel avec la visite du ministre Griset lors du dernier point d'information. J'ai envie de dire que depuis, rien de plus, hormis qu'on a profité de l'après-visite pour renforcer nos communications auprès des différentes parties prenantes et notamment des ministères qui suivent nos dossiers pour rappeler les différentes problématiques qui sont les nôtres, la problématique des codes NAF, la problématique de la temporalité des aides au vu de notre situation et l'élargissement sur un certain nombre de mesures au-delà des fonds de solidarité et de ce qui est aujourd'hui mis en place. On a, et j'imagine vous l'avez suivi également, un communiqué de presse conjoint à AFMON Cluster Montagne sur le sujet et qu'on vous invite soit à relayer, soit à vous en imprégner pour faire circuler le discours et qu'il soit entendu. Et c'était l'essentiel des actions qui ont été menées. Si on fait un point de focus rapidement, je reviens peut-être pas trop sur l'argumentaire, mais aujourd'hui, un des chevals de bataille importants, c'est sur la temporalité, avec, on le disait, pas d'investissement en 2021 égale pas de commande avant le printemps 2022, et pour certains d'entre nous, pas de facturation avant l'automne 2022. Et donc le rappel de cette problématique qui est la nôtre, ainsi que la diversité des entreprises que sont les nôtres en termes de code NAF, en termes de taille, en termes d'éligibilité aux différents dispositifs. Je reviens peut-être pas trop là-dessus, c'est même l'objet même de la réunion d'aujourd'hui, Nathalie. Si on passe à la slide suivante, simplement, lorsqu'on s'était vu, le matin même avait été évoqué la présentation d'un plan montagne, simplement pour vous indiquer que ce plan sera soumis au vote de la région, si je ne me trompe pas, à la fin du mois, et avec effectivement une partie de ce plan-là qui est en cours de... Je crois que c'est Didier qui se connecte, qui est en cours de discussion, notamment sur le fonds d'aide à l'investissement, sur lequel des critères et les modalités sont en train d'être définis à la région. Et à ce stade, pas plus
pas plus de consignes sur le sujet, hormis le fait que la temporalité en fait va être assez rapide. Oui. Et donc du coup, entre le vote fin mars et les dossiers avril, c'est vrai que pour les entreprises qui peuvent se retrouver dans, dans, dans ce fonds d'aide à l'investissement, il faudra être assez rapide. Sur les sujets, points d'actualité, rien de particulier, hormis peut-être pour finir sur les 2 temps ministériels. Le premier avec Alain Griset, auquel a participé Didier, et je lui laisserai peut-être réévoquer ce sujet-là. Et le deuxième qui est le lancement du programme Montagne de l'État, qui impliquait pour le coup d'autres membres du gouvernement. Avec Joël Giraud et Jean-Baptiste Lemoyne, qui a eu lieu à Chamonix le 11 mars et auquel Patrick Rantery donc, a participé pour rappeler les enjeux des entreprises de la filière à la fois dans la crise et aussi dans le préparer l'après-crise. C'était l'objet de ce grand raout, on va dire, du 11 mars qui lance un futur plan d'investissement de la montagne pour lequel, pour l'instant, on reste dans les expectatives, je dirais, mais qu'on suit aussi au sein des actions qu'on mène dans le cadre de la crise Covid. Voilà, c'est pour l'éclairage un peu, le point d'actu, je dirais, global des actions et de la commission mixte qui se réunit à nouveau la semaine prochaine. Et donc, voilà. Didier, peut-être si tu veux ajouter Oui. quelques mots là-dessus. Oui, merci Martin. Je vais refaire compléter un petit peu les actualités. Tout d'abord, en préliminaire, je voudrais simplement dire que vous avez peut-être tous vu que l'Europe a donné son feu vert à l'indemnisation des domaines skiables, ce qui va leur permettre de récupérer un petit peu d'argent. Donc, en 2 temps, pour votre information, les domaines skiables toucheront 36% de leur chiffre d'affaires normalement aux alentours de fin mars, début avril. On va peut-être plutôt dire début avril parce que les procédures n'ont pas été encore publiées, donc j'imagine que ce sera plutôt début avril. Et 13% qui, eux, arriveront plutôt juin, voire juillet. Donc, ça donnera un petit peu d'air à nos clients globalement pour, en tout cas, renflouer leur trésorerie et régler les notes qui n'ont pas pu être réglées l'année dernière. Je sais que vous êtes nombreux fournisseurs à avoir été obligés de faire quelques concessions, ou en tout cas, vous avez été sollicités pour un certain nombre de concessions sur les paiements. Donc, sachez que normalement, à fin mars, début avril, vos clients devraient avoir remis de la trésorerie dans leur caisse. Juste un petit doute qui subsiste, même si fin de semaine dernière, on pensait qu'il était élevé. Ce matin, il y a quelques autres informations. Donc, le plafonnement qui, normalement, il ne devait pas y avoir plafonnement pour les stations, c'est-à-dire indemnisation à 49%. Or, aujourd'hui, la note qui est passée fin de semaine dernière parlait d'un plafonnement à 10 millions d'euros. On pensait que les domaines skiables n'étaient pas concernés. Bon, le point d'interrogation est à nouveau là et les discussions sont en cours. Enfin, en tout cas, on essaie de savoir, aujourd'hui, Domaines skiables de France essaie de savoir s'ils ne sont pas concernés par ce plafonnement. La semaine dernière, ils pensaient ne pas l'être. Et voilà, les informations qui ne seraient pas les bonnes informations, évidemment, pour nous, parce que les gros exploitants donc, qui sont au-dessus de 20 millions d'euros de chiffre d'affaires seraient plafonnés. Et vous imaginez bien que pour des grosses stations qui font 60 ou 80 millions d'euros de chiffre d'affaires, être plafonné à 10 millions, ça va être compliqué pour eux. Voilà, donc ça c'est côté exploitant. Visite d'Alain Griset, donc je vous avais rapidement la dernière fois, puisque j'en sortais, expliquer un tout petit peu comment ça s'était passé. Les 3 points importants pour nous, Martin les a évoqués, c'est l'éligibilité de nos entreprises, qui est compliqué avec les listes S1, S1 bis, les codes NAF, pas les codes NAF. On en reparlera, pour dire un petit mot après la présentation de Guillaume Cohen tout à l'heure. Ensuite, le rattachement au domaine skiable, c'est-à-dire qu'on a du mal à leur faire dire autre chose que des exploitants, des fournisseurs qui ont travaillé avec des sociétés qui exploitent des domaines skiables, parce que beaucoup de nos clients n'exploitent pas forcément des domaines skiables, puisque ça peut être des fournisseurs eux-mêmes qui donnent du travail à leurs sous-traitants ou des structures d'investissement, typiquement des syndicats mixtes qui n'exploitent pas et qui simplement sont donneurs d'ordre pour le matériel.
Et puis, le deuxième point important, la temporalité. Alors, on s'était un petit peu partagé le travail, puisqu'avec Patrick Grantery, on arrive à bien se coordonner pour relayer le message, que ce soit à la fois sur les politiques, mais également dans les moyens de communication. On n'a pas forcément tous les mêmes contacts, et donc c'est parfait, ça multiplie les portes d'entrée. Moi, j'avais évoqué ce sujet de l'éligibilité, avec les codes NAF, etc. Le lendemain, en Haute-Savoie, Patrick est revenu sur la temporalité et de nos actions qui, comme l'a dit Martin, doivent être soutenues jusqu'au printemps ou à l'automne prochain, en fonction de ce qui va se passer l'hiver prochain. Voilà. Et le dernier point, c'est le plan, effectivement, le lancement du programme, sur lequel le cluster prendra toute sa place sur ce sujet-là, sachant qu'on veut évidemment, pour un vrai programme de relance, comme ils font aux États-Unis, ils font de la relance avec, vous avez vu, 1 900 milliards d'euros, et c'est de la vraie relance. C'est-à-dire que nous, on prône en premier lieu pour qu'il n'y ait pas de conditions de durabilité, de digitalisation, de diversification, tout un tas de conditions qui sont mises dans ce plan de relance. On veut en premier lieu que ce soit un plan de relance global. Sinon, il va y avoir tellement de critères que juste l'étude des critères va retarder tous les dossiers, et au final, il y en a peu qui vont sortir. Vous avez vu qu'il y a eu d'autres dispositifs qui ont été pris par les gouvernements et qui n'ont pas marché parce que justement il y avait beaucoup trop de conditions. Voilà, donc nous, c'est la deuxième partie qui est désormais lancée, le plan de relance. Voilà, je vais pas en dire plus. Je vais simplement remercier MG d'avoir bien voulu prendre le temps de nous faire une présentation. Guillaume, merci, puisque c'est Guillaume qui a accepté cette mission. Prendre le temps de préparer et puis de vous faire un retour, à la suite duquel vous aurez un certain nombre de questions, et puis je reprendrai la parole pour vous dire, voilà maintenant ce qu'on peut faire à partir de ce qui aura été expliqué par Guillaume. Voilà, j'en ai fini. Merci Didier. Du coup, on est parfaitement dans le timing. On va passer justement, on va rentrer dans le vif du sujet. Et puis, on est côté cluster, Élodie et moi-même, on veille aussi dans le chat. Donc, si vous avez des questions que vous souhaitez adresser notamment à Guillaume et Mélanie, n'hésitez pas, on s'en fera le relais, soit au fur et à mesure, soit à l'issue de leur intervention. Voilà. Donc, Guillaume, Mélanie, vous êtes bonjour à toutes et à tous. Vous êtes prêts? Merci de votre accueil. Effectivement, merci à Didier, parce qu'on échange souvent. On est très heureux en tant qu'adhérent du cluster de pouvoir participer à ces réunions d'information, malgré le contexte que vous avez précisé en préambule. Effectivement, travailler ces points-là avec Mélanie, qui est notre spécialiste des dossiers d'aide au sein du groupe MG. On vous a préparé donc un support présentation avec 2 grands volets, la partie sociale, donc effectivement sur l'activité partielle et la prise des congés payés notamment, et puis un volet fiscal sur les aides de l'État, du Fonds de solidarité, et la nouvelle aide complémentaire qu'on pourrait avoir en sus du Fonds de solidarité. Et puis dans un dernier petit point, on vous fera part de toutes les aides diverses qu'il peut y avoir en complément, qui sont moins significatives, mais qui peuvent être également appliquées. Voilà. Donc on va passer la parole à Mélanie, et puis qui va vous présenter donc les supports sociaux et fiscaux. Bonjour tout le monde. Donc, la présentation, on vous l'a fait en 2 parties. On va d'abord faire un premier point sur toutes les aides sociales qu'il y a sur 2021 et qui sont toujours en cours. Donc, il y aura l'activité partielle, l'exonération et aide au paiement des cotisations employeurs et travailleurs indépendants, deuxième vague suite au 2e confinement. Et aussi un petit point sur la prise en charge des congés payés qui peut être encore effectuée. Alors, si on regarde donc l'activité partielle, donc là, dans la présentation, vous allez avoir plusieurs tableaux. Donc, on ne va peut-être pas rentrer dans le détail de chaque tableau. Donc, c'était juste pour vous remettre que jusqu'au 31 mars, donc tout ce qui est cas général, il y a toujours une indemnisation donc pour le salarié à hauteur de 70%. Et après, pour la partie employeur, c'est là où on va avoir des différences. En cas général, vous avez une indemnisation de 60%, après de 70% pour tout ce qui est secteur protégé, secteur connexe, et également pour toutes les entreprises ayant des restrictions sanitaires ou dans des zones de ce qu'on appelle chalandise d'une station de ski. À partir du mois d'avril, on remarque qu'il y aura un petit changement sur les taux de
d'indemnisation, donc entre autres pour toute la partie cas générale où on passe à 60% au lieu de 70% pour le salarié. Et pour l'employeur, ça baisse à 36% au lieu de 60%. Nous avons également une baisse pour tout ce qui est secteur protégé, secteur connexe, où on passe à 60%, contrairement à 70% encore au mois de mars. Et après, pour entreprises fermées administrativement et avec restrictions sanitaires, il n'y a pas de changement pour l'instant. À partir du mois de mai, il y a à nouveau une baisse pour tout ce qui est secteur protégé et secteur connexe, où là, on passe à 36% concernant l'indemnisation employeur et 60% pour l'indemnisation salariale. Il y a d'autres changements prévus après, à partir du mois de juin, mais bon, pour l'instant, étant donné que tous les mois, avec les décrets, il y a des modifications des taux, pour l'instant, je préfère ne pas vous évoquer ces taux. Le seul point positif, c'est effectivement que sur le mois de mai, pour l'instant, sur les secteurs de stations de ski, on aurait le maintien des 70% pour le côté salarié et pour le côté employeur. Ce qui est assez positif, parce que la plupart des stations ferment quand même fin avril. On aurait encore sur tout le mois de mai cette indemnisation sur les mêmes taux que les mois précédents de pleine saison. Après, dans les infos, toujours sur l'activité partielle qui sont un peu spécifiques, qui ont pu être remontées, entre autres pour tout ce qui est établissement saisonnier. Où là, du coup, pour tout ce qui est contrat de travail saisonnier, donc selon la directe, l'indemnisation aura lieu jusqu'au 15 avril 2021. Il ne faut pas dépasser la durée habituelle d'ouverture de l'établissement en hiver. Au-delà, il y aurait un risque de remise en cause de l'indemnisation si les CDD ont été prolongés. Et donc, voilà, si vous prolongez les CDD alors qu'habituellement l'entreprise est fermée, il y a un risque de remise en cause. Voilà, c'était les petites précisions que je souhaitais apporter pour votre activité. Ensuite, tout ce qui est exonération et aide au paiement. Donc ça, c'est suite à un décret et à la loi de finances 2021. Ils ont reconduit l'exonération qu'il y avait déjà eu concernant le premier confinement. Donc là, pour cette nouvelle exonération, c'est lié aux restrictions sanitaires et aussi aux fermetures, couvre-feu et aux entreprises qui ont subi encore une baisse sur l'automne dernier. Donc là, vous avez des critères d'éligibilité à vérifier chaque mois. Il faut vérifier le critère le mois M+1 pour pouvoir bénéficier de l'exonération au titre du mois M. Donc là, vous avez un tableau qui vous reprend donc, les différents cas. Vous avez dans une première partie donc, tout ce qui est entreprise située dans une zone de couvre-feu et liée à une fermeture qui sont en secteur S1 et S1 bis. Donc les entreprises de moins de 250 salariés, si au mois d'octobre, ont subi une interdiction d'accueil du public ou une baisse de chiffre d'affaires de plus de 50%, elles pourront bénéficier de l'exonération sur les salaires du mois de septembre. Également, au mois d'octobre, en novembre, si l'entreprise était en interdiction d'accueil du public ou a subi une baisse de chiffre d'affaires de plus de 50%, elle pourra également bénéficier de l'exonération sur les salaires du mois d'octobre. Et pareillement, si en décembre, l'entreprise était en interdiction d'accueil du public ou a subi une baisse de plus de 50%, ils pourront bénéficier d'une exonération sur les salaires du mois de novembre. Ensuite, dans la deuxième partie du tableau, donc la partie basse du tableau, c'est là où on voit pour les entreprises qui sont hors zone de couvre-feu. Donc, les entreprises de secteur S1 ne pourront pas bénéficier d'exonération sur les salaires du mois de septembre. Par contre, celles qui sont en S1 bis, qui ont au mois d'octobre subi une baisse de plus de 50%, pourront bénéficier d'une exonération sur les salaires du mois de septembre. Ensuite, pour les salaires du mois d'octobre, si les entreprises de S1 ou S1 bis de moins de 250 salariés ont subi une interdiction d'accueil du public ou une baisse de plus de 50%, elles pourront avoir une exonération sur les salaires du mois d'octobre. Et pareillement pour les salaires du mois de novembre, si les entreprises étaient en interdiction d'accueil du public ou une baisse de plus de 50%, en décembre, elles auront les exonérations sur le mois de novembre.
La petite vigilance pour tout ce qui est entreprise qui était fermée au public à partir du 30 octobre. Il est bien indiqué qu'il faut que l'interdiction d'accueil du public ait affecté de manière prépondérante l'activité. Donc, il faut être vigilant parce que pour l'instant, c'est assez récent. Les foires aux questions au niveau de l'URSSAF n'apportent pas encore de réponse. Il faut se méfier et éviter qu'il y ait une remise en cause de l'exonération si au final l'activité n'a pas réellement été affectée suite aux fermetures qui ont été instaurées. On a beaucoup de sujets actuellement dans les hôtels-restaurants sur la ventilation et quelle est l'activité principale que l'on pourrait leur déterminer. C'est le sujet notamment au niveau HCR. Ensuite, si on peut passer, voilà, vous avez aussi pour tout ce qui est entreprise hors annexe 1 et annexe 2, qu'on appelle aussi secteur 1 et secteur 1 bis, mais de moins de 50 salariés pourront bénéficier sur les salaires du mois d'octobre, parce qu'elles ont été en interdiction d'accueil du public en novembre, de l'exonération. Donc là, c'est lié au deuxième confinement. Il y a quelques petites précisions qui peuvent être intéressantes concernant les différents critères d'éligibilité. Donc, pour rappel, tout ce qui est S1, ça équivaut à l'annexe 1 qu'on voit au niveau du Fonds de solidarité. Pareil pour S1 bis, c'est l'annexe 2. Et S2, ça concerne toutes les autres entreprises qui sont en interdiction d'accueil du public et dont l'activité ne relève pas du secteur annexe 1 ou annexe 2. Vous avez aussi, concernant l'effectif de 50 salariés ou 250 salariés, c'est l'effectif au 1er janvier 2020. Concernant tout ce qui est société contrôlante, il faut vérifier l'effectif au niveau groupe et il faut que l'ensemble des sociétés contrôlées soient éligibles au dispositif pour que la société contrôlante puisse bénéficier aussi du dispositif. Concernant le calcul de la perte du chiffre d'affaires, donc il faut comparer le chiffre d'affaires de la période par rapport à la même période de l'année précédente ou par rapport au chiffre d'affaires moyen de 2019, ou si l'entreprise a été créée en 2020 par rapport au chiffre d'affaires moyen entre la date de création et le 31 août 2020. Dans les textes, il est aussi indiqué que l'éligibilité, enfin le calcul de la perte de chiffre d'affaires est aussi possible si la baisse sur la période représente au moins 15% du chiffre d'affaires de 2019. Voilà, c'est les petites précisions concernant cette exonération. Il y a également aussi au niveau des exonérations et aides au paiement des travailleurs indépendants. En plus, comme pour les employeurs, il y a une exonération pour les travailleurs indépendants. Donc là, il y avait déjà eu une première aide liée au premier confinement qui était en fonction des secteurs et des pertes de chiffre d'affaires de 2 400 et 1 800 euros. Là, maintenant, l'aide, elle concernera donc tout ce qui est secteur annexe 1 ou annexe 2 ou S1 ou S1 bis, qui ont fait l'objet d'une interdiction d'accueil du public ou qui ont une perte de chiffre d'affaires mensuel de plus de 50%, ou si la baisse de chiffre d'affaires de la période représente plus de 15% du chiffre d'affaires de 2019. Il y a aussi les secteurs hors annexe 1 et hors annexe 2 qui ont subi une interdiction d'accueil du public et dont l'activité a été affectée par les fermetures. Donc l'aide sera pour les périodes d'octobre 2020 à janvier 2020. Le montant sera de 600 € par mois. Concernant le déclaratif, pour l'instant, il n'y a pas de déclaration à faire mensuellement comme pour le Fonds de solidarité ou pour l'exonération employeur où on fait les déclarations via la DSN. Là, il faudra attendre d'établir la déclaration de revenus sur laquelle on renseignera le revenu pour éligible aux cotisations avec le montant des cotisations versées. Et c'est à ce moment-là, en fonction du secteur qui sera renseigné, qu'on pourra déduire le montant de la réduction à laquelle on peut bénéficier sur les cotisations restant dues de 2020 ou sur 2021. Si là, les personnes sont
sont impactés de façon significative, on peut en attendant anticiper et appliquer un abattement maximal de 1 200 € par mois sur l'assiette de cotisation. Ça permet de baisser d'ores et déjà le montant des cotisations à payer. Oui, parce qu'en termes d'agenda, on sait que la déclaration, la fameuse DSI, est faite généralement fin mai, début juin. Et on a donc les régularisations sur le deuxième semestre. Donc, en termes de trésorerie, c'est-à-dire un impact de cette réduction de 4 fois 600 €, donc 2 400 € seulement à partir de septembre, octobre, novembre, décembre 2021. Donc, effectivement, un petit peu tard pour la plupart des entrepreneurs individuels. Donc, il y a cette possibilité de 50% d'acompte assez rapidement versé sur les cotisations provisionnelles 2021 à ce jour. Sur la slide d'après, bon, c'est un tableau qui reprend un peu toujours la même chose. C'est selon le secteur où on est, si on est en S1 ou S1 bis, si on est en fermeture, en zone de couvre-feu, ça vous indique la période pour laquelle vous pouvez bénéficier de l'aide, octobre, novembre, décembre et janvier. Je ne vais pas rentrer dans le détail. Secteur et annexe, on connaît. Ensuite, concernant une autre aide dont pouvaient bénéficier les entreprises, c'était une prise en charge des congés payés à hauteur de 10 jours de congés payés pris. Donc, au tout début, les congés devaient être pris entre le 1er et le 31 janvier 2021. Ça a été décalé, les congés pouvaient être pris entre le 1er février 2021 et le 7 mars 2021. Donc après, il faut faire attention parce qu'il y a quand même des conditions qui sont requises. Il faut l'accord préalable du salarié. Normalement, il faut lui demander 1 mois avant. Pour bénéficier également de cette prise en charge, il faut que l'entreprise soit en interdiction d'accueil du public pendant une période d'au moins 140 jours. Ça correspond aux interdictions d'accueil du public qu'on a pu avoir entre mars 2020 et jusqu'au 28 novembre. Et aussi celles qui ont subi une perte de chiffre d'affaires d'au moins 90% durant les périodes d'état d'urgence sanitaire. Pour cette deuxième partie, on va parler des aides fiscales. Je ne sais pas si on fait déjà un premier point sur les questions ou si on fera le tour à la fin. Il y avait une question, mais je pense que vous y avez répondu avec le tableau. Il y avait une question sur la périodicité, justement décembre, janvier, février. Max, je ne sais pas si le tableau a répondu à ta question. Et puis, on avait une question également sur le chiffre d'affaires déclaré. Est-ce que c'est celui qui est déclaré à la TVA? Est-ce que c'est la même base de… Ça va être le chiffre d'affaires facturé. Alors, effectivement, quand on fait une déclaration de TVA, en fonction si on est sur les encaissements ou les décaissements, on ne va pas avoir le même chiffre d'affaires de déclaré. Donc, normalement, ça va être par rapport au chiffre d'affaires facturé. Voilà, c'est tout, puisque après, les questions portent sur le fonds de solidarité. Donc, on va y venir. Très bien. Donc là, au niveau des aides fiscales, on en a ciblé deux. Donc, le fonds de solidarité et la prise en charge des coûts fixes. Alors, concernant tout d'abord le fonds de solidarité, bon, là, vous aurez quelques liens avec les différents décrets qui sont parus pour les fonds de solidarité. Donc, il y a le décret initial qui est remis à jour à la suite de chaque décret. Donc, après celui du mois de janvier, qui est sorti le 8 février et qui a été remis à jour le 22 février. Et le dernier décret du 9 mars concernant le mois de février. Avant de parler du fonds de solidarité pour 2021, il y a encore celui pour le mois de décembre. Donc, pour toutes les entreprises qui sont en secteur annexe 2 ou annexe 3, on peut encore faire des demandes de fonds de solidarité jusqu'au 31 mars, étant donné que le dernier décret du 28 février est venu apporter des modifications concernant le montant des indemnisations et le calcul du chiffre d'affaires de référence. Du coup, il y a eu
ils ont modifié la date de délai jusqu'au 31 mars 2021. Si jamais la demande avait déjà été faite au préalable, on peut refaire une demande et le montant complémentaire sera versé. Alors, pour le mois de janvier, donc, il y a eu un changement avec le dernier décret concernant le chiffre d'affaires de référence. Donc, entre autres, pour tout ce qui est entreprise créée entre le 1er juin 2019 et le 31 janvier 2020, où maintenant on peut prendre le chiffre d'affaires mensuel moyen entre la date de création et le 29 février 2020. Ou si l'entreprise est créée entre le 1er février 2020 et le 29 février 2020, où là, pareil, on peut prendre le chiffre d'affaires réalisé en février 2020, ramené sur un mois. Ou si elle est créée entre le 1er mars 2020 et le 30 septembre 2020, prendre le chiffre d'affaires entre la date de création et le 31 octobre. Et toujours ramené sur un mois. Voilà. Et il y a aussi eu un délai supplémentaire pour toutes les entreprises, enfin pour les GAEC, jusqu'au 30 avril 2021 pour le Fonds de solidarité de janvier 2021. Sachant que pour janvier 2021, il doit être fait au plus tard le 31 mars 2021. Juste après, maintenant, on va pouvoir rentrer dans le détail pour janvier. Donc là, vous avez un schéma un peu de synthèse qui vous explique si vous êtes en interdiction d'accueil du public. Vous pouvez bénéficier d'une aide à hauteur de 10 000 € ou 20% de chiffre d'affaires de référence. Donc le chiffre d'affaires de référence qui vous a permis de calculer votre perte entre janvier 2021 et soit janvier 2019 ou la moyenne de 2019. Si vous êtes en entreprise de secteur annexe 1, et vous pouvez bénéficier également d'une aide si vous avez une perte de plus de 50%. Donc, si l'aide est entre 50 et 70%, vous aurez une aide qui peut aller jusqu'à 10 000 € ou 15% du chiffre d'affaires de référence. Et si la perte est de plus de 70%, vous pourrez avoir une aide de 10 000 € ou de 20% du chiffre d'affaires de référence. Pareil pour tout ce qui est entreprise en annexe 2. Donc là, il y a une condition supplémentaire par rapport aux entreprises de l'annexe 1 où il faut vérifier s'il y a une perte lors du premier confinement de plus de 80% ou une perte lors du deuxième confinement de plus de 80% ou s'il y a une perte de plus de 10% entre 2019 et 2020. Si vous répondez d'abord à ce premier critère, vous pourrez ensuite bénéficier donc de l'aide si la perte sur la période de janvier 2021 est supérieure à 50%. Donc, si la perte est entre 50 et 70%, vous pourrez bénéficier d'une aide qui équivaut à 80% de la perte de chiffre d'affaires dans la limite de 10 000 € ou 15% du chiffre d'affaires de référence. Et si la perte est supérieure à 70%, c'est une aide égale à 80% de la perte de chiffre d'affaires dans la limite de 10 000 € ou 20% du chiffre d'affaires de référence. Annexe 3, c'est toutes les entreprises situées dans une commune listée en annexe 3 qui font partie des secteurs dits montagne. Où là, pareil, s'il y a une perte de plus de 50%, il y aura une aide entre 50 et 70% qui sera de 80% du chiffre d'affaires perdu dans la limite de 10 000 € ou 15% du chiffre d'affaires de référence. Et si l'aide est de plus de 70%, l'aide sera à hauteur de 80% du chiffre d'affaires perdu ou de 20% du chiffre d'affaires de référence. Et après, vous avez pour tous les autres secteurs, si la perte de chiffre d'affaires sur la période est de plus de 50%, ils peuvent bénéficier d'une aide jusqu'à 1 500 €. Donc là, ce tableau reprend tous les critères concernant le mois de janvier. En rouge, c'est ce qui a été changé sur suite au dernier décret. Et ce qui est important, comme on parle de janvier 2021, le comparatif chiffre d'affaires pour les entreprises existantes, c'est bien le chiffre d'affaires 2019, que ce soit le chiffre d'affaires moyen ou le chiffre d'affaires de janvier 2019. Beaucoup évoquaient le janvier 2020, mais aujourd'hui, on a bien des comparatifs sur le chiffre d'affaires 2019. Il n'y a pas de texte aujourd'hui qui vienne en prendre en compte
janvier ou février 2020, parce que pour certains, l'activité était meilleure sur ces 2 mois avant le premier confinement que sur les comparatifs 2019. Aujourd'hui, on reste bien en chiffre d'affaires 2019 en comparatif pour l'administration. Ensuite, suite au dernier décret du 9 mars, on a le Fonds de solidarité donc pour février 2021 sur la slide suivante. Voilà. Donc, pas de grands changements sur les montants des aides. Donc, les principaux changements, ça va concerner tout ce qui est entreprise en interdiction d'accueil du public entre le 1er et 28 février 2021 sans interruption. Elles devront d'abord répondre aux critères de perte de chiffre d'affaires de plus de 20%. Pour le calcul de cette perte de chiffre d'affaires de 20%, il faut bien faire attention parce que maintenant, le chiffre d'affaires sur tout ce qui est vente à distance et vente à emporter sera inclus. Une fois ce critère vérifié, l'entreprise pourra donc bénéficier d'une aide de 10 000 € ou jusqu'à 20% du chiffre d'affaires de référence. Mais pour le calcul de l'aide, on doit exclure le chiffre d'affaires effectué sur tout ce qui est vente à distance et vente à emporter. Dans les changements, c'est aussi concernant les annexes 2 où pour le calcul, le critère d'éligibilité de perte durant le 2e confinement pour le calcul de chiffre d'affaires à comparer, un changement. Et nous avons aussi maintenant pour les entreprises de commerce de détail dans un centre commercial de plus de 20 000 m² en interdiction d'accueil du public, ils pourront également bénéficier d'une aide si la perte de chiffre d'affaires est plus de 50%. Donc, si la perte elle est entre 50 et 70%, l'aide sera jusqu'à 80% du chiffre d'affaires perdu dans la limite de 10 000 € ou 15% du chiffre d'affaires de référence. Et si la perte elle est de plus de 70%, l'aide sera de 80% du chiffre d'affaires perdu ou 20% du chiffre d'affaires de référence. Suite au dernier décret, il y a eu aussi plusieurs secteurs qui ont été, plusieurs secteurs d'activité qui ont été ajoutés. Je ne voulais pas lister parce qu'il y en a eu pas mal, donc il ne faut pas hésiter à vous référer au décret pour voir le détail des activités qui se sont ajoutées. J'ai vu qu'il y avait déjà des questions. Peut-être qu'on peut regarder les questions avant de passer… La prise en charge des coûts fixes, au choix. Oui, alors pas forcément dans l'ordre, mais on avait une question sur… donc, on a bien compris que le fonds de solidarité, il était renouvelé chaque mois pour l'instant. Est-ce qu'il y a un éventuel plafond annuel qui pourrait s'imposer ou est-ce que, comme dirait Damien, tant qu'on joue, on joue? Pour l'instant, il parle d'un plafond mensuel de 200 000 € au niveau groupe. Voilà, du coup, c'est la deuxième question. Le plafond est mensuel, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est 200 000 € par groupe, puisque c'était le grand débat, c'est ce qui avait été autorisé pour le mois de décembre, et tout le monde pensait qu'à partir de janvier, il y aurait ce déplafonnement pour rentrer les plus grandes entreprises. Aujourd'hui, ce plafond reste à 200 000 € sur le fonds de solidarité, et je pense que le plafonnement, c'est ce qu'évoquait DJ tout à l'heure, on va l'avoir sur les aides complémentaires, et notamment la prise en charge des coûts fixes. Mais aujourd'hui, le fonds de solidarité s'applique mois par mois. Si je peux avoir 200 000 € par mois, tant qu'il est actif, je bénéficierai de ce plafond mensuel. D'accord. On avait également une question sur la rétroactivité des entreprises qui auraient changé enfin du moins qui ont été intégrées dans les listes S1 et S1 bis en janvier. Est-ce qu'elles peuvent demander une rétroactivité sur décembre? Alors, pour décembre et janvier, ça va être pour janvier, ça va être la liste des secteurs suite au décret du 8 février, de début février. Celui qui nous concerne, entre guillemets, en tout cas celui qui concerne quelques entreprises de la filière. Oui. Mais donc, vous confirmez pas de possibilité de rétroactivité sur décembre? Les seuls qui ont pu être ajustés, c'est ceux qui ont été rajoutés dans l'annexe 2 ou 3 montagne, qui fait qu'il y a cette prorogation jusqu'au 31 mars pour faire la demande du mois de décembre 2020. Et quand il y a les changements sur le décret, on n'a que sur les mois qui se rajoutent.
Ok. Du coup, je vais revenir un petit peu en arrière sur la prise en charge des congés payés. Il y avait une question relative aux indemnités de fin de CDD, si elles, donc d'indemnités de congés payés, si elles sont intervenues avant le 7 mars. Est-ce qu'elles sont prises en compte ou pas? Alors, normalement, c'est une indemnité pour les congés pris durant la période. Alors, en cas d'indemnisation congés payés, là, je ne sais On pas. indemnise des jours de congés payés acquis pour éviter que les salariés aient un stockage de jours. Mais on ne vient pas indemniser une indemnité de précarité finalement d'un contrat précaire qui n'a pas pu utiliser ses congés payés parce qu'il travaille, c'est le fonctionnement d'un CDD. Donc là, non, on indemnise les jours qui ont été acquis. Donc, si on paye l'indemnité de congés payés au moment du départ du CDD, il n'est pas pris en compte. C'est des jours de congés payés. Il y a enfin une question sur toujours sur ces histoires de plafonnement, sur le cumul des aides. Et alors je lis, hein, même si le cumul des aides amène à un résultat plus haut qu'une année normale, il n'y aurait donc pas de plafond. Concernant le fonds de solidarité, hormis le plafond de 200 000 € par mois, vu qu'il est calculé, enfin, le fonds de solidarité est calculé par rapport à la perte de chiffre d'affaires, donc qu'il soit plus fort que le résultat, je ne suis pas sûre que ça puisse être le cas. Par contre, oui, je veux bien revenir sur un plafond qui existe concernant tout ce qui est exonération des cotisations, où là, on a un plafond en fonction des secteurs qui va être différent. Pour tout ce qui est cas général, on a un plafond de 800 000 € pour les exonérations qu'on appelle deuxième vague liée au Covid-2, dans lequel il faut inclure l'exonération Covid-1, les fonds de solidarité et les dégrèvements CFE. Donc effectivement, c'est dans ce cas-là où il faut vérifier le cumul de ce qui a été perçu pour pouvoir bénéficier également de l'exonération Covid-2. Après, sur le fonds de solidarité, il n'a jamais été question de vérifier les autres exonérations perçues. Aujourd'hui, c'est une règle générale, donc c'est vrai que ça peut être positif pour certains, négatif pour d'autres, le problème des plus grandes entreprises. Mais aujourd'hui, cette indemnisation, elle baisse sur le chiffre d'affaires et on indemnise par rapport aux pertes de chiffre d'affaires. Effectivement, si celui qui a la chance d'avoir finalement moins de charges de fonctionnement, pourrait gagner de l'argent, effectivement. Et du coup, question corollaire, comment est traité le fonds de solidarité dans le bilan? Alors, c'est une subvention qui est exonérée. Donc, elle est retraitée fiscalement parce qu'elle n'est pas imposable. Normalement, elle n'aura pas d'impact après. C'est un produit comptable, donc ça va venir augmenter nos recettes pour améliorer le RE, donc le résultat d'exploitation. Mais par contre, cette recette n'est pas taxée fiscalement, donc on n'aura pas le coût de l'impôt sur les sociétés sur cette recette perçue. Et donc, ça permet d'améliorer le résultat d'exploitation et par défaut, donc nos fonds propres, puisqu'on ne vient pas dégrader le résultat de l'exercice. Nous avons enfin une dernière question qui est liée à l'effectif, parce que vous y avez fait référence, mais à la lecture des différentes versions du décret, cette notion de seuil à 50 salariés ne semble pas très claire. Le fonds de solidarité, il est ouvert pour les entreprises jusqu'à quel effectif? Alors, depuis le fonds de solidarité du mois de janvier, il n'y a plus de critères de taille pour les entreprises qui sont interdites au public en annexe 1, en annexe 2 et en annexe 3. Le critère d'effectif de moins de 50 salariés concerne que les autres entreprises qui ne dépendent pas d'un de ces secteurs-là. Et l'effectif 50 salariés, effectivement, s'analyse au niveau groupe. Donc, il faut regarder l'ensemble des effectifs quand on est contrôlé ou quand on contrôle une société. Très bien. Et je pense ils ont durci les critères sur le chiffre d'affaires pour le fonds de solidarité et le critère d'effectif, on l'a que du côté des exonérations de cotisations sociales. On peut bénéficier là pour les mois d'octobre, novembre, décembre. Très bien, on peut passer à la thématique suivante.
Et on prendra les questions s'il y en a d'autres à la fin. Alors, concernant donc, du coup, une autre aide qui était attendue, c'est la prise en charge des coûts fixes. Je continue. Oui. Oui, ok. Donc, ça, c'est donc ce nouveau dispositif pour les petites et grandes entreprises fermées administrativement ou appartenant au secteur du plan tourisme en annexe 1 ou annexe 2 et qui répondent aux critères donc, suivants. Donc, pour les petites entreprises, il faut être créé avant le 1er janvier 2019, avoir une perte d'au moins 50% du chiffre d'affaires et être éligible au fonds de solidarité en janvier ou février 2021. Donc, ça concerne les secteurs donc, de loisirs indoor, salles d'escalade, bowling, les salles de sport, les eaux, les établissements thermaux et les entreprises du secteur HCR et les résidences de tourisme situées en montagne. Ensuite, pour les grandes entreprises, donc les critères requis, c'est donc être aussi créé avant le 1er janvier 2019, avoir un chiffre d'affaires mensuel de plus d'1 million d'euros ou un chiffre d'affaires annuel de 12 millions d'euros et avoir une perte d'au moins 50% et être éligible au fonds de solidarité en janvier ou février. La prise en charge sera donc de 70% pour tout ce qui est entreprise de plus de 70 salariés et de 90% pour un effectif de moins de 50 salariés. Donc, dans la limite de 10 millions d'euros sur 2021. Donc, l'aide sera calculée donc, selon la perte d'exploitation. Donc, ça sera les recettes plus les subventions. Donc là, il faudra intégrer l'aide du fonds de solidarité, déduire les achats, les achats consommés, la consommation. On peut revenir en arrière. Donc, déduire les achats consommés, la consommation en provenance de tiers, les charges de personnel, impôts et taxes et versements assimilés. Donc, normalement, les demandes d'aide pour janvier et février pourront être faites à partir du 31 mars. Contrairement au fonds de solidarité, il faudra faire via l'espace professionnel de la société et non via l'espace personnel du dirigeant. Il y aura également une attestation de l'expert comptable à fournir. Donc là, pour l'instant, il y a juste eu le communiqué de presse de la semaine dernière. On attend encore la publication des décrets pour avoir certains détails concernant les critères d'éligibilité ou les indemnisations et le calcul de la perte d'exploitation et également le contenu de l'attestation de l'expert comptable. Si je peux apporter quelques précisions, on a la chance aussi, MG, de travailler avec le GNI pour défendre la partie HECR. On a travaillé depuis très longtemps sur cette partie des charges fixes également. Effectivement, aujourd'hui, c'est des courriers du ministère ou autre. On n'a pas les décrets d'application. Plusieurs sujets peuvent être évoqués. Ils partent aujourd'hui de la perte de chiffre d'affaires avec d'être éligible au fonds de solidarité. Mais à un moment, ils évoquaient d'avoir fait la demande, c'est-à-dire d'avoir touché l'aide du fonds de solidarité pour pouvoir bénéficier de la prise en charge de coûts fixes. Pour l'instant, ils parlent d'éligibilité, mais au tout début des échanges, ils venaient nous parler d'aide perçue. On a effectivement la limite de 10 millions d'euros, ce qu'expliquait tout à l'heure DJ. Il y a des chances pour moi que ça soit la règle générale et qu'après, peut-être certains secteurs aillent défendre, parce qu'on parle beaucoup de la montagne ou des HCR, mais il y a aussi le secteur événementiel qui est très impacté. On a de très grandes entreprises, notamment sur le bassin lyonnais, où ils vont défendre directement au ministère, parce que 10 millions d'euros, ce n'est pas assez pour eux. Il leur faudra au minimum un zéro de plus à rajouter. Et puis, le dernier point dans le calcul de la perte d'exploitation, on a effectivement déjà un écrit qui dit que c'est la recette plus les subventions, donc toutes ces aides du fonds de solidarité qu'on aurait pu toucher. Mais on a une grosse interrogation sur les charges de personnel. Est-ce que ça sera les charges brutes ou les charges nettes supportées, c'est-à-dire déduites de l'activité partielle et des exonérations de cotisations que l'on aurait pu bénéficier? Puisque là, sur la ligne charges de personnel, ils ne viennent pas tenir compte des éventuelles réductions ou exonérations qu'on a pu avoir. Donc ça, le décret viendra préciser. Mais je pense qu'on n'est pas dans le calcul d'une perte d'exploitation comme les assureurs ont pu le faire pour très peu de cas, malheureusement. Et on ne peut pas s'enrichir. Donc, je pense qu'ils viendront défendre l'indemnisation de charges réelles supportées. Et il y a de grandes chances que les aides de l'activité partielle soient déduites du coût des charges de personnel. Et donc, effectivement, comme là, les montants sont plus significatifs, notre rôle d'expert comptable redevient très intéressant. Et donc, on aura une attestation à produire sur les données financières
pour bénéficier de cette aide. Et comme l'a dit Mélanie, la grande particularité, c'est qu'on sera sur l'accès professionnel et non plus un espace particulier du dirigeant ou d'expert comptable pour faire la demande d'indemnisation. Et puis, on avait donc un dernier slide sur la partie des aides diverses. Oui, effectivement, là, on vous a remis aussi un peu les différentes aides dont vous pouvez bénéficier, sans rentrer dans le détail, parce que je vois qu'il y a aussi pas mal de questions. Oui. Donc, il y avait aussi les abandons de loyer qui peuvent être faits. Donc, vous pouvez demander à votre bailleur d'abandonner le loyer. Il y a un crédit d'impôt, entre autres, en cas d'abandon du loyer seulement sur le mois de novembre 2020. Il y avait aussi un dégrèvement CFE donc, qui était fait en automatique ou sur recours. Enfin, c'est pareil en fonction des secteurs et selon les villes. Indépendamment du dégrèvement CFE, il y a aussi les plafonnements de la valeur ajoutée qui peuvent être faits. Et donc après, ça permet d'obtenir un dégrèvement de CFE. Il y a la modulation des acomptes IS qui permettent aussi, quand le résultat a baissé, donc de diminuer ses acomptes ou de les mettre à zéro, entre autres pour le 15 mars ou pour le 15 juin prochain. Donc, il y a le remboursement anticipé carryback. Et vous avez aussi, du coup, un chèque numérique 500 € qui a été mis en place pour aider les petites entreprises à la digitalisation. Je ne sais pas du coup après s'il y avait des questions. Oui, on avait une question sur, je pense que c'était relatif à l'exonération des charges fixes. Pareil, toujours la question sur le CA de référence. Est-ce que ça reste 2019? Oui, toujours 2019 à ce jour. Ok. Donc, le décret viendrait préciser autre chose, oui. Mais aujourd'hui, on est sur chiffre d'affaires 2019. Beaucoup d'institutions ou d'organisations professionnelles essayent de venir faire des fonds sur janvier et février 2020, qui étaient des très bons mois en station d'hiver. Et donc, il y aura un intérêt économique à se faire indemniser sur les mois plus récents plutôt que 2019. L'administration venant à dire que janvier et février pourraient être déjà impactés par le Covid. Et donc, il faut rester sur une année normale 2019. Donc ça, aujourd'hui, il y a un lobbying entre ministères et organisations professionnelles sur le sujet. On avait également une question au moment des inscriptions. Alors, je reviens un peu en arrière sur l'activité partielle. La question porte sur l'activité partielle de longue durée, que vous n'avez pas forcément évoquée. Et la question est de savoir si elle est plus favorable que les critères en cours jusqu'en mai, comme vous l'avez dit, ou pas. Alors là, je ne vais pas avoir la réponse sur ce qui va être plus favorable. C'est vrai que j'ai les différents critères, les taux d'indemnisation, mais là, le mieux, c'est quand même de vous rapprocher de la personne qui est en charge de vos payes pour pouvoir vous dire ce qui sera le plus favorable. Je ne vais pas avoir, moi, d'infos là-dessus. Donc oui, c'est des simulations à faire avec les secteurs sur lesquels on peut être attaché et les spécificités de masse salariale. Là, comme ça, il n'y a pas de généralité pour dire l'APLD est plus intéressante que d'appliquer au moins le mois. Il y a quand même des chances qu'elle soit plus intéressante parce que l'APLD indemnise quand même plus que les variations à partir d'avril ou mai sur les cas généraux, par exemple. Très bien. Écoutez, je ne vois plus de questions dans le chat. Donc, si c'est le cas, on est parfaitement dans le timing. On peut avancer et clôturer cet échange. Donc voilà, nous côté Cluster Montagne et AFMont, on poursuit le cycle d'information aux membres. Donc la semaine prochaine, alors c'est vrai que le rythme est assez soutenu, hein, j'en ai conscience, mais c'est en fonction aussi des disponibilités des différents partenaires. Donc, une intervention plutôt sur les dispositifs de soutien à l'innovation, notamment dans le
cadre du plan de relance, avec notre partenaire EFI Group. Le 30 mars, nous prévoyons une présentation du fonds tourisme qui est mis en œuvre actuellement par M Capital sur la région Occitanie. Également, on a vu l'annonce ce matin côté Côte d'Azur. Donc là, c'est plutôt sur des projets d'investissement long terme. Et puis, donc, toujours le 8 avril, on refera un point avec la Caisse d'épargne Rhône-Alpes sur les dispositifs bancaires. Didier, je pense que tu voulais revenir peut-être sur l'échange d'aujourd'hui, notamment sur les éventuelles difficultés, s'il y en a, relatives au fonds de solidarité. Oui, oui, je voulais revenir. Tu peux remettre je ne sais pas qui m'a coupé la caméra, mais éventuellement la remettre. Tu m'entends, non? Oui. Vous m'entendez? Oui, on t'entend. D'accord. Oui, simplement, je voulais revenir et je m'adresse là à l'ensemble des fournisseurs de la montagne. On avait, suite à la réunion avec le ministre Alain Griset, essayé de clarifier les problèmes des codes NAF et des dossiers qui n'avaient pas été élus ou qui avaient été retoqués par les directions départementales des finances publiques. Donc, j'avais, comme je vous l'avais raconté, mis en présence l'un de l'autre la directrice de cabinet du ministre et le directeur des finances publiques du département de la Savoie. Évidemment, ils n'avaient pas la même lecture, notamment sur les codes NAF. Donc là, je suis en train de creuser avec eux et essayer de les, entre guillemets, harceler jusqu'à ce qu'ils soient d'accord ensemble. La chef de cabinet m'a confirmé qu'il y avait bien eu une circulaire du ministère des Finances qui disait « c'est pas le code NAF qui compte, c'est l'appellation telle qu'elle est formulée dans les listes S1 et S1 bis, même si ça ne correspond pas au code NAF de l'entreprise, à partir du moment où l'entreprise correspond à l'activité qui est mentionnée dans la liste, c'est bon. » Alors, ce n'est pas ce que disait le directeur des finances publiques, mais elle m'a confirmé qu'il y avait bien une circulaire. Le directeur des finances publiques m'a dit qu'il reviendrait vers moi, qu'il va chercher effectivement s'il y a cette circulaire. Il disait qu'il en recevait 30 par jour, donc il va chercher pour voir s'il est bien d'accord avec ça. Donc, c'est assez récent. Ça date de fin de semaine dernière et de ce début de semaine. Donc, j'attends le retour. Néanmoins, ce que m'a demandé la chef de cabinet, c'est de lui faire part de tous les retours et les dossiers qui ont été rejetés. Donc, je vous invite tous, en fonction de l'explication et du détail qui vous a été donné par MG, à solliciter les aides du Fonds de solidarité dans le cas où vous êtes éligible, à vous identifier, même si ce n'est pas votre code NAF, à vous identifier à l'une des catégories mentionnées à l'annexe 1 bis ou 2, et puis demander les aides correspondantes, et puis nous faire un retour en nous disant, ben voilà, moi j'ai fait cette demande, ce n'était pas mon code NAF, mais ça a marché, ou au contraire, mon dossier s'est fait rejeter. Et je ferai remonter rapidement tous ces dossiers pour le faire évoluer, parce qu'il y a évidemment à l'intérieur, alors sachant qu'ils sont tous dans le même ministère, hein, le ministère des PME, il fait partie du ministère des Finances, mais bon, les services sont grands et on voudrait pouvoir créer des précédents et faire en sorte que ce qui se passe en Savoie puisse être répété en Isère, en Haute-Savoie, dans les Pyrénées, dans les Alpes du Sud, etc. Donc, tout ce qu'on pourra arriver à faire valider en Savoie, puisque c'est avec le DGFIP de la Savoie que j'ai des contacts, sera valable pour le reste. Donc, merci à tous de me faire remonter. Il y en a quelques-uns qui ont des... C'est qu'effectivement, on a moins de dossiers bloqués aujourd'hui quand le code NAF est bon que si c'est lié à l'activité. Donc, on a eu plus de dossiers bloqués quand on essaie de mettre notre vraie activité principale. Aujourd'hui, les critères pour justifier auprès des services des impôts dépendent du chiffre d'affaires et donc de l'activité principale qu'on procure. Donc, il faut prouver par votre plan comptable ou les extraits de balance votre chiffre d'affaires principal qui peut lier l'activité s'il y a un problème sur le code NAF. Des fois, on a des codes NAF qui rentrent dans les secteurs, qui fait qu'on touche les aides plus facilement. Sinon, c'est d'amener la preuve de votre activité principale par la création du chiffre d'affaires. Oui, alors ce qui était particulièrement pas évident dans la mesure où nous, on a été quand même obligés de réduire les 109 codes NAF de tous nos adhérents communs au cluster et à l'AFMON à 8 catégories, évidemment, et dont une qui ne couvre personne, donc ça en fait en réalité que 7. Donc, ça pose un petit problème parce qu'on va forcément être peut-être sur un certain nombre de catégories. Donc, ce n'est qu'une partie de l'activité, même s'ils sont entièrement concernés par les domaines skiables et par la montagne. Mais le code NAF peut correspondre que partiellement à ce qu'ils font. Donc, ces dossiers-là, il faudra bien les faire remonter, nous les faire remonter pour
on essaie de faire corriger et éventuellement faire rajouter d'autres catégories si elles ne sont pas prises en compte. Je suis d'accord. Et le deuxième point sur le fonds de solidarité aussi qu'on a vu, c'est qu'on a bien le choix chaque mois, vu que l'aide est mensuelle, de choisir la meilleure comparaison pour le chiffre d'affaires, c'est-à-dire soit le chiffre d'affaires moyen 2019 ou le chiffre d'affaires du mois 2019. Il y a eu des refus de dossiers, mais aujourd'hui, il y a juste à argumenter. On a le choix chaque mois de prendre le CA de comparaison que l'on souhaite. Ça, c'est la loi et on a le droit de l'appliquer ainsi. C'est pas, on ne doit pas dire je prends le CA moyen et tous les mois, je compare au CA moyen. Non, j'ai le droit de prendre le mois que je souhaite la demande d'aide ou le CA moyen ou le CA mensuel de 2019. D'accord. Oui, mais c'est vrai qu'on a eu des cas qui nous ont été remontés de difficultés au moment où l'entreprise a changé de sa méthode de calcul, puisque le décret prévoit que ce soit à l'avantage de l'entreprise. Donc, effectivement, c'est le texte. Mais à ce moment-là, ça a généré un blocage du côté du SIE. OK. Janvier 2019. Toujours 2019, oui, la référence. Oui, mais si vous faites janvier 2020, ils vont comparer, parce que moi c'est ce que j'ai fait, je me suis trompé, et ils m'ont comparé, ils m'ont dit non, ce que vous avez donné ne correspond pas à nos données fiscales. Évidemment, j'avais donné janvier 2020, et donc quand j'ai donné janvier 2019, ça a marché. Eh écoutez, il est 15h01, donc si tout est… Alors Claire, je ne sais pas, mais en tout cas, si on a abordé l'ensemble des points qu'on avait prévus, il nous reste à remercier une nouvelle fois Guillaume et Mélanie du cabinet MG pour leur contribution et la mise à disposition de ces informations. Et puis à vous donner rendez-vous très prochainement, mardi prochain, dans la même configuration, sur un sujet plutôt lié au soutien au projet d'innovation. Merci à tous. Oui, on vous diffusera le PowerPoint. Oui, bien sûr. Merci à toutes et à tous pour votre présence et à disposition. N'hésitez pas à nous solliciter. Bonne fin de journée. Merci, à bientôt. Merci, au revoir.